Puis là, au moment où j'ai tilté que ça y est, je fais partie de la cour des grands, c'était le jour où je me retrouve contre elle au championnat du monde à Budapest en 2019, où je me dis ah ouais, je tire contre celle que je regardais encore il y a quelques années à la télé. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action, qu'ils soient dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagés pour une bonne cause. L'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Avant d'entrer dans le podcast, je voulais vous présenter notre partenaire SSM Academy. SSM Academy a été fondé par David Larose, un champion de judo. Il a été champion du monde et olympien. SSM Academy propose une formation social media en e-learning pour aider les sportifs et les sportives de haut niveau à gérer leur image sur les réseaux sociaux à l'approche de Paris 2024. Si tu souhaites découvrir cette formation, rends-toi tout de suite sur leur site ssm.academy, academy avec un Y, ou va voir sur les notes du podcast pour trouver leurs coordonnées. Merci SSM Academy pour votre soutien. Et donc, chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode parlant de sport, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et je vous donne aussi rendez-vous un mercredi sur 2 pour retrouver les épisodes concernant l'entrepreneuriat ou le bénévolat. En écoutant ces parcours particuliers, j'espère que vous serez inspirés. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne écoute! Donc on se retrouve avec Zora, cette fois sur Paris directement. Alors pourquoi je dis cette fois sur Paris ? Puisque on a tenté un épisode à distance et puis voilà, il y a eu trop de bruit autour qui fait que l'épisode n'était pas audible. Donc bonjour Zora. Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Je reçois Zora parce que Zora est une sportive de haut niveau, une escrimeuse de haut niveau. Et elle vous dira, puisque je rappelle que dans l'escrime, il y a plusieurs disciplines, mais elle nous expliquera justement, parce que ça fait toujours du bien de réexpliquer la différence entre le sabre, l'épée et le fleuret. Mais avant de démarrer, on va faire le classique portrait chinois. Et je vais déjà te poser la première question. Si je te parle d'un lieu, qu'est-ce que tu me dirais ? Paris. Paris, et pourquoi Paris ? Parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai grandi, j'ai passé ma scolarité en Paris. D'accord, ok. Si je te parle d'un plaisir gourmand, qu'est-ce que tu me dirais ? Un fondant au chocolat. Ah, et pourquoi le fondant au chocolat ? Parce que c'est un peu mon dessert préféré, et puis le chocolat, ça fait pas de mal. D'accord, ok. Si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais ? L'escrime, le sport. Le sport en général ? Est-ce que justement, quand on est escrimeuse de haut niveau, on se permet d'aller faire quelques autres sports pour justement s'éveiller ou on n'a pas le temps justement ? Oui et non, on va dire. Parce qu'en fait, l'escrime regroupe plusieurs qualités qui se retrouvent dans d'autres sports, dans d'autres disciplines sportives. Et puis, ça fait toujours du bien de mettre en relation d'autres sports avec l'escrime et voir la différence et ce qu'il y a en commun entre les autres sports. D'accord, donc il y a d'autres sports par exemple qui te viennent à l'esprit que tu pratiques de temps en temps ? Pas forcément, mais on va dire, c'est toujours pas mal de relier de temps en temps. Ok, de toute façon, il y a des échauffements, je suppose, exactement, dans lesquels il y a du physique qui rentre en ligne de compte. Et la dernière question, si je devais te demander une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire, et ça peut être plusieurs personnes, tu me citerais qui ? Ma famille. D'accord. Ta famille en général ? Oui. D'accord. Donc tout le monde aujourd'hui est derrière toi par rapport à ta carrière ? Exact, surtout ma famille proche, mes parents, mes grands-mères qui sont partis, et puis mon frère, c'est vraiment les personnes qui m'ont toujours soutenu et qui sont toujours là à tout moment. Eh ben, on a fini donc ce portrait chinois et je vais te laisser nous parler de ton parcours, comment où tu as grandi, comment tu as démarré le sport et notamment l'escrime. Et puis on en profitera, à la limite on va en profiter tout de suite pour refaire cette fameuse différence entre les différentes disciplines qui existent dans l'escrime.
à savoir le sabre, l'épée et le fleuret, si je ne me trompe pas, c'est les 3. Exact. D'accord. Alors explique-nous, c'est quoi déjà, toi, c'est ta spécialité, c'est le sabre? Oui. Alors le sabre, comment ça fonctionne? Alors le sabre, on a le droit de toucher tout ce qui est au-dessus de la ceinture. On est, au niveau, on pratique l'escrime électrique. Enfin ça, c'est la combinaison, elle est électrique et du coup, ça fonctionne avec un jeu de lumière, soit vert, soit rouge, en fonction de la position où on est placé sur la piste. Et la position du sabre, du coup, on le tient droit et on peut toucher avec toute la lame. D'accord. Sur tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Okay. Et donc l'épée, la différence? Alors l'épée, ça va être tenu par la poignée en allongé. Déjà, c'est l'arme la plus lourde. D'accord. Et puis, on a le droit de toucher partout, avec la pointe. Ok. Et le fleuret? Et le fleuret, du coup, c'est la même position que l'épée. On touche avec la pointe et puis on touche que le tronc, le buste. D'accord. Ok. Donc, tu nous expliqueras dans ton parcours à quel moment, quand on fait de l'escrime, on décide de dire je fais cette discipline ou cette discipline. Donc, allez, je te laisse la parole, je te laisse nous expliquer un petit peu où tu as grandi et comment tu es arrivé à l'escrime, justement. Alors, je suis née à Paris, j'ai grandi à Bagnolet. J'ai commencé l'escrime à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, au club de Montreuil, au premier club. Mon oncle m'avait m'avait emmené à une journée porte ouverte parce que je voulais faire un autre sport et il s'est dit non, ça va pas aller. Alors c'était quoi cet autre sport? J'aimais bien la lutte parce que j'aimais bien tout ce qui était le sport de combat de combat et individuel. Et puis il s'est dit non, on va essayer autre chose qui est pas commun. C'est vrai, dans le 93 on trouve pas souvent ce sport-là et c'est vrai qu'il est pas accessible à tout le monde. Et puis là, il est quand même en train de s'ouvrir un peu plus à une autre, à tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est les quartiers populaires et autres. Oui, il a pas une image. L'escrime n'a pas une image populaire à la base, et alors qu'en fait, c'est un sport qui peut être accessible. Il n'y a pas besoin de tant de matériel que ça. C'est accessible, oui et non. En fait, c'est assez compliqué, mais c'est accessible, oui et non. Et du coup, j'ai commencé là-bas à l'âge de 7 ans, 8 ans, j'ai commencé les compétitions. Et puis, depuis, j'ai pas lâché. J'ai commencé avec le fleuret. D'accord. Parce que le fleuret, c'est l'arme avec laquelle la plupart des escrimeurs débutent, surtout quand on est petit à cet âge-là. Et puis, j'ai commencé à alterner fleuret et sabre. Et en compétition, du coup, c'était assez compliqué parce que comme je faisais des résultats en Île-de-France et sur la Ligue de Créteil, il fallait choisir à un moment donné quand on grandit. Et puis, j'ai choisi le sabre au fur et à mesure. Et puis, j'ai changé de club. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le sabre? Est-ce que c'était tes résultats? Est-ce que c'était la technique? Est-ce qu'il y avait un entraîneur particulier qui t'a fait opter pour cette discipline-là de l'escrime? À cette époque, je faisais plus attention au sabre qu'au fleuret, même si je pratiquais les deux. C'était assez compliqué dans la semaine parce que je faisais pas que ça, je faisais aussi de l'alto, du solfège et du coup j'alternais un peu beaucoup de choses et ça me plaisait. Et puis le sabre, j'ai beaucoup aimé le sabre parce que je regardais les championnats du monde et les Jeux Olympiques et j'avais vu Marielle Zagounis. Et puis depuis, j'ai continué le sabre. Je faisais plus de résultats au sabre et en plus de ça, j'aimais bien parce que c'était plus vite, c'était rapide, on voyait que c'était un peu plus spectaculaire et beau, on va dire. Et à quel moment bascule l'idée de dire tiens, je vais en faire quelque chose de plus que juste du loisir, puisque comme tu viens de l'expliquer là, tu faisais du solfège aussi à côté, c'était un sport comme quand on est enfant, on fait tous, mais à quel moment ça bascule pour dire tiens, je peux en faire plus que juste du petit loisir comme ça de semaine et de week-end? Au fait, c'est venu dès le début que j'ai commencé les compétitions quand j'étais petite. D'accord. Je me suis dit, je vais pas lâcher. Et j'ai continué et je me suis dit, au fait, c'est un peu comme l'école. L'école, on n'arrête pas l'école. Et l'escrime, on n'arrête pas l'escrime. Comme j'ai commencé, je vais pas arrêter comme ça. Et j'étais vraiment très, très sérieuse. Je ratais pas souvent de séances ou quoi que ce soit. C'était très rare. Et puis, j'ai continué comme ça. D'accord. Et tu penses que ça te vient de quelqu'un de la famille, ça te vient de la façon dont tes parents t'ont éduqué? Parce que c'est intéressant pour les parents qui vont écouter ça ou pour les jeunes qui vont écouter ça en se disant
C'est bizarre, moi j'ai jamais pensé comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, ou un grand frère que tu aurais observé, ou un oncle, ou rien du tout, et puis c'est toi, c'est dans ta façon d'être? Je pense que c'est quand même l'éducation de mes parents et surtout ma mère qui a toujours été comme ça, parce que c'est vrai que mon programme a été très chargé, des petites, on a toujours eu un programme assez chargé. L'école, tout de suite après l'école, il y avait les activités extrascolaires, et puis les week-ends, ça s'enchaînait. Et puis j'aimais bien ce rythme de vie assez rapide. Et puis je me suis dit, j'aime bien, ça change, on rentre pas dans une routine ennuyeuse. Et puis depuis toute petite, c'était comme ça, c'était programmé. Je savais qu'à ce moment-là, il fallait pas que je rate l'école, il fallait pas que je rate l'escrime. Il y avait tel jour compétition, il y avait tel jour où je pouvais être là, tel jour c'était les vacances. C'était vraiment un programme assez rythmé que j'ai suivi tout au long jusqu'à maintenant. Et qui te convenait en fait. Et qui me convenait. Ok. Et c'est ça qui est important aussi de rappeler aux parents, par exemple, qui vont nous écouter et qui se disent, tiens, j'ai un jeune qui a 10 ans, 11 ans et il commence à être bon. Il faut aussi questionner l'enfant. Et toi, a priori, ça te convenait ce rythme-là? Oui. Ouais. C'est vrai que c'était pas facile, mais j'aimais bien être dans la difficulté. Je sais pas pourquoi, jusqu'à maintenant. Même quand je me retrouve dans des situations assez difficiles et dans la difficulté, j'aime bien, parce qu'au final, je me dis, c'était pas si difficile au final. Okay. J'ai quand même réussi. Ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui, quand tu me dis, ça a toujours été depuis, mais il y a un moment où quand même tu vois les résultats et tu vois la performance arriver, c'est quoi le moment où tu te dis, ok, même si dans ma tête j'avais envie de devenir une championne et autres, là tout d'un coup je vois que ça se concrétise? Je pense pas que je l'ai vu, je me suis dit, je travaille pour, et après, je travaille et on verra si ça porte ses fruits. Mais j'ai jamais réfléchi ou pensé au fait que je vais devenir ça ou quoi que ce soit. Je me suis dit, je suis capable. Et puis, si les autres, pourquoi les autres et pas moi? Ça a toujours été ça. Pour que les auditeurs et les auditrices comprennent, il y a un moment quand même où on passe par exemple des compétitions régionales aux compétitions nationales. Et là, effectivement, c'est plus le même, on n'est plus dans le même bain, entre guillemets. Est-ce que toi, il y a une compétition que tu te souviens, la première vraiment marquante, où tu te dis, là, j'ai passé un cap? C'était quand j'ai commencé les compétitions, les Coupes du Monde en Europe. Okay. Les Coupes du Monde internationales. Quand on dit Coupe du Monde, déjà, ça... Ouais, là, c'était les Coupes du Monde. Au fait, t'avais quel âge là, à ce moment-là? Il y avait le championnat national, et puis les circuits nationaux. Et puis, au fait, les circuits nationaux nous qualifiaient les 12 premières à peu près pour partir aux Coupes du Monde à l'international. Et puis, en fait, j'ai vu que j'étais capable d'être dans les 12, et c'est comme ça qu'après... D'accord. Donc là, c'était en cadet ou encore en junior? C'était à quel moment ça? Ou même avant, peut-être? C'est cadet, si je me dis pas de bêtises. Ouais, cadet. Ouais, ok. Cadet. Donc 15-16, quelque chose comme ça? Exact. Ouais. Ok, d'accord. Et donc là, à 15-16, tu pars dans un pays, t'es emmené par la fédération. Ouais. Et à ce moment-là, parce que tu as une petite particularité, c'est que alors je sais pas si on dit tu combats en escrime. Tu tires. Tu tires, effectivement. J'étais en train de me dire normal, je suis en train de faire la confusion avec le judo ou autre. Donc tu tires pour l'Algérie. Oui. Et à quel moment tu as fait ce choix? Et justement, on va en parler. Alors, ça a été un choix... On va dire que la fédération m'avait déjà contactée. Mais c'est pas que ça m'effrayait, mais j'étais assez petite et j'avais encore la scolarité en France. J'étais scolarisée en France, j'étais au collège encore. Et puis c'était pas possible de se déplacer si souvent que ça au collège, parce que il fallait encore rechanger tout mon programme, c'était assez compliqué, le planning, etc. Et puis on a dit, mes parents avaient dit, on attend un peu. Donc ce que tu veux dire, c'est que la fédération te contacte et te propose d'aller dans un autre collège, dans un autre établissement, de changer certaines choses Non, c'était plutôt de tirer du coup pour le drapeau de l'Algérie, mais ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'absences, plus d'absences que les compétitions à l'époque, que ce que je faisais en France. Du coup, ça fait des voyages à l'étranger plus longs, beaucoup de jours d'école à rattraper. C'était assez compliqué. Donc pour être clair, c'est la fédération algérienne qui vient te chercher en premier, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Oui. Et au fait, au début, ils ne pensaient pas que j'étais algérienne. Okay. Voilà. Et puis, à 2 ans, j'ai fini le collège... À partir du lycée, en 2018, je me suis dit, je saute le cap. Je fais ça aussi un peu pour mon arrière-grand-mère et ma grand-mère. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là,
on parlait beaucoup de l'histoire de notre famille, notre descendance, etc. Et puis ça a fait tilt aussi. Ça a fait tilt, je me suis dit bon c'est bon, je suis au lycée, j'ai quand même grandi. Et puis je pense que c'était ma manière aussi de remercier, on va dire, les femmes de ma famille, mes descendantes, qui ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et puis c'était un petit honneur à leur faire aussi. Et tu avais l'âge en plus pour être suffisamment mature pour faire ton choix en ayant toute la réflexion. Oui, parce que c'est à ce moment-là où je me suis bien organisée aussi. J'étais quand même dans un lycée à peu près sport-études. Et puis je me suis dit, bon, c'est bon, je peux. Je me suis dit, c'est une autre difficulté, même s'il y avait le bac. Je me suis dit, bon, on lance ce nouveau défi. On va pas se le cacher, hein. L'objectif, c'est aussi de se dire les choses. Quand tu choisis, il y a le cœur qui parle, puis il y a aussi un peu la tête, je suppose, puisque en France, l'escrime est quand même un sport très développé. Il faut le dire, quand je dis très développé à haut niveau, après, je ne suis pas là pour faire les comptes des fédérations et autres, mais en tout cas très développé à haut niveau. Quand tu vas vers l'Algérie, tu sais que tu peux rapidement être une représentante très vite dans le numéro 1 ou numéro 2 assez rapidement. C'est ça, il y a aussi cette réflexion-là. Oui. En fait, on était tous gagnants à peu près sur ça, sur cette signature. Okay. Et donc, quand tu fais ce choix, est-ce que tu es en contact avec la Fédération française ? Est-ce que tu n'es pas du tout en contact avec la Fédération française et puis ils se rendent compte que, entre guillemets, tu existes ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un échange là-dessus ? Parce que des fois, on le sait, pour les plus jeunes, il y a des... si on prend l'exemple dans le football, mais c'est aussi dans d'autres sports, il y a des fédérations qui approchent et quand il y en a une qui a choisi, on continue à influencer les parents pour dire que... Est-ce que tu as vécu ce schéma-là ? Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, c'est vrai que la Fédération française, il y a toujours énormément de monde. Ça changeait pas grand-chose. En fait, c'était l'Algérie qui était... La fédération algérienne était gagnante, et puis ça n'a pas changé d'impact. Il n'y a pas eu d'impact. D'accord, on va dire. Ok. Et donc, compétition cadet où tu commences à faire la Coupe du Monde, c'est quoi après les autres épreuves marquantes pour toi dans l'évolution de ta carrière ? Alors, c'est les compétitions juniors, où avec du coup le drapeau d'Algérie, où dès ma première compétition, je finis championne méditerranéenne en individuel et en par équipe. Et puis c'est là où ça a créé quand même cette belle cohésion avec les autres membres et la fédération. D'accord. Et les autres membres qui vivent en France, qui vivent en Algérie ? Qui vivent en Algérie. D'accord. Qui vivent en Algérie. Donc toi, avec les d'autres armes, les fleurettistes, les épéistes, tout le monde. Ok, tu es la seule vivant en France qui vient dans l'équipe d'Algérie ou vous êtes très peu ? Non, il y a du monde, mais on est très peu. Mais il y en a. Et donc, quand tu as ces premières grosses victoires en junior, c'est quoi les premières idées qui te viennent en tête par rapport à l'avenir de ta carrière ? Est-ce qu'il commence à y avoir des rêves ou est-ce que ces rêves, déjà, ils existaient avant ? Genre les rêves de JO et autres, bien sûr. Les rêves existaient déjà. D'accord. Existaient déjà parce que déjà j'en parlais souvent à mes parents. Je vais être championne du monde, je vais participer aux Jeux Olympiques. Je regardais beaucoup Marielle Zaghounis, qui était un peu quand même c'est un peu fan d'elle. et puis là, au moment où j'ai tilté que ça y est, je fais partie de la cour des grands, c'était le jour où je me retrouve contre elle au championnat du monde à Budapest en 2019, où je me dis je tire contre celle que je regardais encore il y a quelques années à la télé. Et ça fait quoi de se retrouver face à quelqu'un qu'on admire ? Est-ce que justement on est transi par le fait ou alors au contraire on a une énergie supplémentaire pour se dire si je la bats, j'ai passé un cap. Comment s'est passé cette rencontre ? C'était si je la bats, j'ai rien à perdre, au fait. Et puis, il y a les poules avant le tableau. Et puis, elle avait gagné tous ses matchs en poule, sauf il lui restait un match, c'était avec moi. Et puis, au final, j'ai gagné le match. J'ai gagné le match avec sa technique habituelle. Du coup... Et vous avez pu vous parler à la fin ? Non. Plus tard, 2-3 années plus tard, où je l'ai revue et on a parlé. Elle m'a dit, je me rappelle encore de toi, tu m'avais battu au championnat du monde à Budapest. et puis voilà. Elle était un petit peu vénère d'avoir perdu, c'est ça que tu veux dire ? Au début, oui, quand même, parce qu'elle pouvait passer directement, elle devait être exemptée. Et puis, comme elle avait une défaite, elle a dû faire les tableaux préliminaires avant de passer le deuxième jour.
Ok, d'accord. Donc tu lui as mis une petite épine dans le pied, on va dire. Ok. Et je suppose qu'en tant que championne, ça t'a fait plaisir, c'est normal. Ah, ça fait partie. plaisir, ça Ouais. fait plaisir. Ouais. Et donc ces compétitions, c'était en senior alors là déjà quand tu la rencontres. Oui, Okay. oui, exact. Je faisais déjà les compétitions juniors et seniors. Ok. Et trop jeune pour les JO de Tokyo, c'était trop court pour pouvoir être qualifié. Qu'est-ce qui s'est passé Non. 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 Bah, Tokyo, ça a été quand même le trou noir, on va dire. Hein. C'était la période la plus sombre un peu, parce que c'est vrai que je rêvais de ça, je parlais que de ça. Je mangeais Jeux Olympiques, je dormais Jeux Olympiques, enfin, je travaillais pour ça. J'ai sacrifié un peu mes études, oui, clairement, pour ça. Et puis au final, bah, le Covid, on a décidé autrement pour moi. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Bon, en fait, la veille des qualifications pour les zonales, il faut savoir que les zonales, c'est la dernière phase de sélection pour aller aux Jeux Olympiques. Et sur le quota africain, on n'est pas beaucoup parce que l'Égypte était déjà qualifiée, la Tunisie était déjà qualifiée, du coup on était à peu près aux zonales 5 normalement, à tout casser. Et puis j'étais la représentante d'Algérie qui devait faire cette compétition au Caire. Et la veille du départ, je fais un test PCR pour partir et prendre l'avion. Et puis au final, 4h du matin, je me retrouve avec un test positif. Wow. Du coup, j'y croyais pas. J'en ai refait 8. J'en ai refait 8 parce que quand même, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Là, je suis en train de... J'ai fait un cauchemar. C'était un cauchemar et puis je me suis dit, bon, bah... Il y avait autre chose. Enfin, il y avait aussi ma vie privée où le fait que mon père a eu le Covid et c'est une personne à risque. Puis je me suis dit, écoute, Zora, réfléchis bien. Et puis je me suis dit, je préfère rater les Jeux Olympiques, ne pas être qualifiée et garder et soigner mon papa, être près de lui, que de perdre mon papa et d'aller aux Jeux Olympiques. Enfin, y a pas de... Sur ça, il n'y a pas de question à se poser, quoi. Okay. Une très grosse déception. Ah oui. Sur le coup. Ah oui. Et puis après, une prise de recul très mature pour ton âge, puisqu'on ne l'a peut-être pas dit, mais tu n'as pas dit ton âge. Non, j'ai 21 ans là. Voilà. Et quand c'est arrivé, tu avais 19. 19, donc ouais. Donc une très belle maturité pour... parce qu'il y en a peut-être qui auraient... Quoi qu'il en soit, l'ambition, des fois, elle mange même... Ah, mais je voulais. Je voulais. Et puis, j'ai vu l'état de mon père et je me suis dit, ah non, mon papa a tout fait pour moi, ma famille, hein, quoi qu'il arrive. Hein, ils se sont sacrifiés pour moi, c'est à mon tour. Donc, une fois que ton papa va mieux et t'es à son chevet, etc., et que les JO sont passés, tu les regardes à la télé ou tu les regardes même pas ? Je les ai regardés. Je les ai regardés, mais de loin, on va dire... Je voulais pas forcément regarder, mais j'ai quand même regardé. J'ai regardé que les finales, mais j'ai regardé. Qu'est-ce que ça fait quand on regarde des personnes à la télé sur un truc où on devait être ? Parce que quand c'est moi, spectateur, je sais que quand je regarde, j'y serai pas, même si je me dis, tiens, j'ai fait un petit truc dans un sport ou autre, peu importe, quand on est spectateur, on se dit on peut pas y être. Mais quand toi tu regardes, tu es spectatrice, mais pour autant... C'était l'endroit où tu pouvais être. Qu'est-ce que ça fait comme sensation ? Alors, c'est un peu une sensation assez bizarre parce que avec mon coach, on s'était dit je me qualifie pour ces Jeux Olympiques. C'était vraiment acté, hein, que ce soit avec la fédération, avec mon coach, même moi dans ma tête. C'était vraiment acté que c'était bon. Zora Kelly allait aller aux Jeux Olympiques, prendre de l'expérience, vraiment être dans la cour des grands, rester dans la cour des grands et voir vraiment ce que c'est les Jeux Olympiques pour préparer Paris 2024 et prendre beaucoup d'expérience. C'était ça le début. Et ce qui était prévu avec coach. Et puis de les regarder, déjà d'une... c'est assez pesant. Et après, je me dis, mais en fait, il y a plein de regrets qui viennent. Il y a plein de regrets. Il y a beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions parce que pendant 1 an et demi, j'ai vraiment tout fait. Je me suis protégée. J'ai vraiment fait très attention pour pas attraper le Covid parce que je sais très bien que mes parents, c'est des personnes à risque. Je sais pas, mais le destin en a décidé autrement. Et puis voilà, je pense que c'est une façon... Enfin, c'est une partie de ma vie qui a fait que je vois et que j'ai grandi. J'ai encore plus grandi et puis on va dire que... C'est pas que j'ai plus de cœur, mais on va dire que les choses comme ça maintenant, ça m'a tellement atteint, j'ai tellement été déçue. J'étais vraiment au fond du trou que je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, ça me fait plus rien, quoi. Ok, d'accord. On parlera, et on va faire une parenthèse, mais on parlera de l'après-JO, justement, l'après-déception, puisqu'on
même si ça s'appelle les JO de Tokyo 2020, ils ont eu lieu en 2021. Mais avant ça, je voudrais faire une petite parenthèse puisque tu as intégré la Bauer Academy. Et moi, je me suis un peu renseigné, je sais de quoi ça parle, je sais ce que ça veut dire. Mais il y a des gens, s'ils vont voir ton profil en écoutant ce podcast, ils vont peut-être pas savoir ce que c'est la Bauer Academy et qui est Christian Bauer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, la Bauer Academy, la Christian Bauer Academy, c'est une structure privée que Christian Bauer, coach international et c'est le meilleur entraîneur au monde. Il a entraîné la France quand ils étaient champions olympiques, l'Italie, l'équipe nationale italienne où ils étaient champions olympiques. Il a formé aussi les Chinois, ils sont devenus aussi champions olympiques, la Russie récemment où ils étaient champions olympiques et puis il est revenu en France. Et ça a toujours été son rêve et son projet d'ouvrir sa structure privée. Et puis, comme tout le monde sait comment il travaille et ses grandes qualités, c'est vrai que tous les meilleurs à peu près, l'élite, viennent s'entraîner avec lui ou viennent en stage, etc. Ok, et c'est quelqu'un qui ne cache pas ce qu'il a à dire, d'après ce que j'ai compris. C'est quelqu'un qui va droit au but, pareil, d'après ce que j'ai compris. Comment ça se passe justement ? Parce que il a une autre philosophie sur la manière d'entraîner et comment vous vous entraînez à la Bauer Academy ? On s'entraîne tous ensemble, que ça soit n'importe quelle nationalité, on s'entraîne tous ensemble parce que le plus important c'est que ça soit le groupe qui s'élève, qu'on évolue tous ensemble, c'est pas une ou deux personnes, c'est vraiment dans sa philosophie, on va dire que c'est tout le groupe qui monte. Et puis que ça soit n'importe quelle nationalité, un athlète en Coupe du Monde, de toute façon si on se retrouve l'un contre l'autre, c'est le plus intelligent qui gagne sur la piste. Ok. Ce qui est a priori, de ce que j'ai lu, encore une fois, je ne maîtrise pas assez le domaine, mais ce qui est différent de la manière dont on s'entraîne en France, qui serait plutôt une approche individualisée, alors que là, l'idée, si je comprends bien, et tu me dis si je me trompe, mais c'est tout le monde progresse, et c'est en fait si je tire contre quelqu'un en face qui est fort, je progresse et ainsi de suite. C'est ça ? Exact, okay. Exact, c'est ça. Son côté déterminé que j'ai lu et qui va droit au but, comment ça t'a fait progresser ? Parce que des fois, en France, on a aussi ce côté attention, faut pas trop secouer l'athlète, faut le respecter. Et bien sûr qu'on respecte les gens et on n'est pas en train de dire que Christian ne respecte pas, mais l'exigence. Parfois, on a l'impression qu'en France, on n'a pas trop le droit d'être un peu trop exigeant, il faut être plutôt cool. Mais l'exigence, est-ce qu'elle t'a, toi, apporté des choses ? Oui, de toute façon, avec coach, ça a toujours été comme ça. Si on veut vraiment quelque chose, on fait tout pour l'avoir. Et puis, quitte à déménager au bout du monde ou n'importe, se sacrifier, faut qu'on saute. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, toi, tu es dans ce trip-là Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Et le fait de tirer avec d'autres nationalités, des personnes peut-être plus fortes que toi, comment tu le vis à l'entraînement ? Parce que ça doit pas être facile, quoi. Je veux dire, t'es tout le temps en compétition. On apprend, parce qu'au final, entre nous, c'est plus on regarde même plus la nationalité maintenant. Comme on s'entraîne tous ensemble, on est plus chacun, on apprend tous de chacun, et puis c'est comme ça qu'on monte tous. D'accord. Et humainement, avant de revenir sur toi après les JO, humainement, qu'est-ce que ça apporte ? Parce que j'imagine que ça ouvre l'état d'esprit, le fait de tirer avec, je ne sais pas quelle nationalité il y a, mais peut-être chinois, américain, français. Enfin, j'imagine ça doit apporter un plus d'un point de vue humain, être humain avec un grand H. Déjà oui, il y a le bagage de la langue où c'est important aussi. Il y a la barrière de la langue où on est obligé de parler anglais. Du coup, on apprend plus. Et puis d'autres façons de réfléchir et de voir les choses, et puis c'est assez intéressant quand même. C'est enrichissant. Et donc si on revient et on ferme cette parenthèse de la Bauer Academy, qui au fond n'est pas une parenthèse puisque tu y es depuis 2019, c'est ça ? Oui. Ok, depuis qu'il l'a ouverte en fait pratiquement. Ok. Donc à Orléans, donc ça t'oblige aussi, je suppose, à des allers-retours. Oui, des déplacements. Ouais, ok. On en parlera après sur l'organisation avec les études. Quand ces JO se terminent, c'est quoi l'état d'esprit, il est comment ? Tu as une revanche, tu te dis ok, c'était une étape et je vais continuer à travailler. C'est quoi l'état d'esprit ? Est-ce qu'il y a de la rage ? Il pourrait y en avoir et tout le monde le comprendrait ?
Je me suis dit, bon, c'est passé. J'ai passé des vacances. Et puis, je me suis dit, on repart, hein. On verra bien. Et puis, en fait, c'était plus en compétition parce qu'en fait, j'ai pas le même état d'esprit à l'entraînement qu'en compétition parce que la compétition, c'est vraiment un état d'esprit vraiment différent. Et puis, au début, j'étais assez passive, hein. Vraiment passive. J'étais en compétition, j'étais là, mais pas là. Et puis, au final, je sais pas comment, mais j'ai réussi à avoir quand même le déclic. Le déclic et je me suis dit, bon, allez, Zora, là, faut que tu te réveilles. Tu vas pas te laisser faire, marcher dessus. C'est bon. Tu vas pas t'apitoyer sur ton sort, quoi. Ok, d'accord. Donc, tout d'un coup, c'est toi qui as... Ou est-ce que... C'est dans le cadre de la Boar Academy. Est-ce que tu es d'ailleurs, on a oublié d'en parler, mais est-ce que tu es accompagné? Est-ce que tu as un préparateur ou une préparatrice mentale? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a des éléments dans la structure qui te permettent de? Alors oui, déjà, on a un coach nous a ramené plusieurs préparateurs mentaux, on va dire, et un analyste très performant. Et puis qui nous donne des outils assez importants pour nous, surtout se recentrer sur nous-mêmes et de faire avec, de s'améliorer au quotidien. D'accord. Que ça soit sur le plan mental ou physique. Et donc c'est ce déclic qui vient aussi de ces différents échanges ou c'est vraiment toi Il y a un peu de tout. Il y a ça, déjà. Il y a aussi le soutien de mes parents, la façon dont mes parents aussi m'accompagnent, parce qu'ils savent que c'est pas facile tous les jours, que des fois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours envie de s'entraîner. Il y a des fois pas désespoir, mais voilà, il y a quand même des fois ces moments-là qui reviennent, et puis je me dis, bon, c'est bon là. C'est bon, c'est passé, il faut que tu arrêtes de repenser à ça, on repart sur de bonnes bases, et puis voilà. Et c'est quoi les grosses compétitions ou les gros résultats qui ont marqué cet après JO? Les championnats d'Afrique de cette année. D'accord. Cette année, parce que c'est la saison 2021-2022, du coup c'est la saison juste après post-olympique. Et puis... Donc tu as été championne d'Afrique, c'est ça? Oui. D'accord, félicitations. Merci. Un individuel et par équipe, et puis je pense que c'est un peu pas l'aboutissement, mais c'était un peu l'avant-dernière compétition de la saison, et puis je me suis dit je peux souffler un peu quand même. Il y a eu une progression sur la saison, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bas au début, de petits hauts, après des petits bas, après beaucoup de bas. Ça a été assez compliqué, mitigé, mais quand même je repars en fin de saison plutôt satisfaisante. Avant de parler de l'avenir, on va d'abord parler de deux sujets qui me paraissent assez importants. C'est tes études, parce que sport et études, c'est jamais très très évident. Je pense, quelles que soient les nations, mais en France, on a un peu cette difficulté-là, hein. Il y a des pays dans lesquels tout est bien organisé et on met le sport en haut, et puis on dit, pour autant, on néglige pas les études. Nous, on fait l'inverse, c'est les études d'abord, et éventuellement, si vous faites du sport, c'est bien. Voilà, ce serait un peu comme ça. Et le fait qu'en plus, tu aies un engagement, puisque tu es conseillère municipale, mais on en parlera après. Au niveau des études, explique-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce qu'en lycée, tu étais en sport-études, ou est-ce que non, tu faisais ton lycée classique et après, tu te débrouillais, t'allais à l'entraînement? Alors, ce qui a été compliqué, c'était déjà au collège. Hein. Ouais. Au collège, c'était compliqué parce que j'étais pas en sport-études. Du coup, c'était directement après l'école, j'allais aux entraînements, je rentrais à la maison tard le soir. Et c'était une routine assez difficile quand même. Et au lycée, pareil. Jusqu'en seconde. Et puis en première, j'ai intégré un lycée dans le 14e. Dans le 14e arrondissement, où c'était un peu plus light, on va dire. Et puis, les profs étaient un peu au courant de ma situation. On était 2-3 élèves sportives, parce qu'on n'était que des filles. Et puis, c'était pas facile non plus, mais ça nous aidait parce que les entraînements, c'était pas si loin que ça. Ouais. Et au fait, j'ai connu plus de facilité quand je suis rentrée à la fac, à l'université. D'accord, donc là, aujourd'hui, tu es à l'université. On va préciser une chose, parce que ça paraît évident pour toi.
moi ça me paraît de plus en plus évident, mais on ne vit pas, il faut le dire, de l'escrime une fois que la carrière est finie, et même pendant la carrière, on ne vit pas de on mange pas de ça. Ouais. Non, c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, surtout l'escrime, ça, comme diraient mes parents, ça gagne pas de pain, quoi. Enfin, voilà. Et puis, si on a une blessure, faut toujours réfléchir à plus tard. Enfin, faut toujours avoir une option dans sa poche. Ouais, puis alors on va le dire aussi malheureusement, hein, mais c'est vrai pour pas mal de sports, mais c'est encore plus vrai pour les sports féminins, parce que même des filles qui font du rugby, j'ai reçu Léa sur le podcast, elle est au plus haut niveau français, petite prime de match une fois de temps en temps, éventuellement. Et dans le foot, c'est pareil, c'est pas des niveaux de salaire, donc il y a déjà cet écart entre sport mis dans la lumière ou sport pas dans la lumière, et en plus hommes et femmes. Donc tu es obligé de faire des études si tu veux plus tard avoir un métier. Et donc ces études, là, tu les fais à Paris-Dauphine, c'est ça ? Non, à Sorbonne Université. Voilà, je me suis trompé, je savais que j'aurais pas dû me lancer, mais tant pis, je l'ai fait. Et donc tu te destines à quoi qu'est-ce que tu fais comme études, et est-ce que tu as une idée de job que tu veux faire après ? Alors en ce moment, je suis en dernière année de licence d'histoire. Mm-hmm. Et ben, je vais continuer normalement jusqu'à la fin de mes études à la Sorbonne Université, parce que j'ai eu un engagement avec eux récemment. Et puis, je sais pas encore, peut-être un master en relations internationales, ce qui m'intéresse particulièrement, parce que c'est un peu en rapport avec mon engagement politique, on va dire, ça se rapproche. Ou sinon, rentrer dans l'école de journalisme au CELSA. Aujourd'hui, comment ça se passe ? On a parlé un peu du lycée où ça s'est fait à peu près comme il fallait, mais à peu près. Là, aujourd'hui, à l'université, comment ça s'organise ? Puisque, on va prendre l'exemple, tu pars en compétition pour les championnats d'Afrique, tu dois te déplacer, c'est un certain nombre de jours. Il y a les entraînements à Orléans, je suppose que ça t'oblige des fois à louper certains cours. Comment ça s'organise pour que les gens comprennent bien quelle est la difficulté entre performer dans le sport et performer dans les études ? Alors, ce qui est compliqué, c'est que déjà d'une, je suis pas souvent à l'école. Je suis en dispense totale, ça veut dire que je suis dispensée d'assiduité en TD. Mais cette année, je me suis quand même réinscrite en TD, mais j'ai prévenu mes professeurs. Et puis, j'ai mon référent sportif qui m'aide, parce que à la Sorbonne Université Lettres, parce que la Sorbonne, c'est coupé en trois avec la médecine, les sciences et les lettres. C'est vrai que pour la médecine et les sciences, les professeurs et le système de sport-études est bien mis en place. Contrairement aux lettres où c'est un peu plus difficile, parce que le système n'est pas encore bien mis réellement en place, et puis il y a beaucoup d'incompréhension, on va dire, de certains professeurs, et c'est vrai qu'il y a tout un travail de pédagogie à refaire, à expliquer aussi aux professeurs, comme quoi que il n'y a pas que forcément des élèves qui font que des études, qu'ils ont des doubles projets, et que ça peut fonctionner. Puis voilà, c'est vrai que je vais qu'au contrôle terminal, où là, en fait, c'est une note qui représente une seule note, un seul examen qui représente à peu près toute mon année. Ouais, c'est ce qu'on avait discuté en off, c'était le fait que celui qui vient toute l'année en cours, il a des notes en contrôle continu. Exactement, il a les notes en contrôle continu plus le contrôle terminal, alors que moi, non, c'est juste le contrôle terminal. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui a des bonnes notes en contrôle continu et contrôle terminal, ça s'équilibre un petit peu. Toi, si t'as... Non, voilà. Et c'est un peu ce qui m'a fait un peu perdre l'année dernière, parce que j'ai dû refaire ma troisième année. Parce que j'ai eu le Covid l'année dernière, pour la deuxième fois, où j'étais absente sur la période des partiels. Et ça tombait... j'étais à l'étranger. Et j'étais bloquée à l'étranger presque pendant 1 mois. Et ça tombait pendant la période des examens. Wow. Et j'ai prévenu l'administration. Et puis l'administration m'a dit les rattrapages. Et puis quand je revois les rattrapages, j'ai pas pu être présente sur les rattrapages, parce qu'il y avait d'autres compétitions. Et puis ça, c'était les compétitions importantes. Il y avait le Grand Prix je sais plus, en Italie. Et après le championnat d'Afrique. Et du coup, non, quoi. Ouais. Et du coup, ce qui a fait que j'étais obligée de refaire ma troisième année. Ouais, c'est ce qu'il faut. Je pense que pour les auditeurs et les auditrices, c'est important de comprendre cette approche-là. C'est que
on en parlait à Demain le Sport avec certaines personnes qui sont sur la partie psychologique et accompagnement, c'est qu'il y a un vrai amour pour vous, pour le sport, alors que au fond, on le sait, c'est pas un amour pour l'argent. Là, en l'occurrence, il y a des sports dans lesquels, si on prend l'exemple du foot, on sait qu'il y a peut-être des millions derrière. Là, c'est vraiment c'est une passion. Ouais, oui. C'est ça. Faut le dire. Faut le répéter plein de fois parce que il n'y a pas cette volonté de, même si vous montez sur le podium avec une médaille, il va y avoir une mise en lumière, mais elle va être très éphémère et elle va pas vous rapporter. Elle va être rapide. Elle va pas vous rapporter des mille et des cents. Exact. Donc aujourd'hui, là, tu refais une année que tu as déjà vécue, entre guillemets, mais que tu n'as pas eu. En fait, j'ai validé quelques matières. Ouais. Et puis, on va dire que j'ai pas voulu dédoubler mes années. Ok. J'ai voulu faire les années universitaires un peu normalement, on va dire, entre guillemets. Mais la plupart des sportifs dédoublent les années. Du coup, c'est plus long. Et moi, je voulais pas. Je me suis dit, quitte en L1, L2, c'est pas assez normal, normalement. Du coup, L3, pareil. C'est vrai que, encore une fois, l'imprévu du Covid a fait que, mais bon, c'est pas grave. Cette année, j'ai quand même validé des matières et puis on verra bien puisque j'ai un peu changé mon fonctionnement et le programme cette année. D'accord. Mais effectivement, il faut rappeler aussi que certains, là, on a eu Blandine sur le podcast, donc là, on est début octobre. Blandine vient de passer, qui est judokate et qui veut être dentiste. Elle le fait, elle double complètement. C'est-à-dire, quand je dis elle double, c'est elle fait le double d'années qu'on devrait faire. J'avais eu Elodie, qui est une championne d'aviron, qui a fait, au lieu de faire 5 ans, elle a fait 8 ans. Enfin voilà, faut encore une fois le dire et le redire que c'est pas un truc qu'on décide en disant tiens, on claque des doigts, puis oh cool, on va faire du sport et des études. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui en France, il y a des choses sur lesquelles un jour il faudra qu'on entende que s'il y a des aménagements, personne autour dans l'Assemblée doit être jaloux. Au contraire, on doit se dire bravo, respect même. En fait, le plus dur, c'est de récupérer aussi les cours par les étudiants. Parce que les étudiants, on n'a rien à leur donner en retour. Enfin, c'est au bon vouloir. C'est pas du gagnant-gagnant, c'est du gagnant pour toi, entre guillemets. Entre guillemets. Oui, voilà, entre guillemets, on le dit bien comme ça, mais la perception pour la personne, c'est toi, tu gagnes et moi, j'ai rien à y gagner. Et en fait, si, on devrait se dire, on devrait être tous solidaires, il devrait y avoir, c'est d'ailleurs ce qu'on a discuté avec Blandine, encore une fois je fais référence à elle, mais elle veut créer une association, elle a créé une association autour de ça pour justement aider un peu les étudiants parce que d'après ce qu'elle me disait, dans des écoles privées c'est facile, tout est presque organisé pour, dès qu'on est en université, et pourtant c'est l'État, donc il devrait aider dans ce sens. Donc tu as déjà cette difficulté avec les études, mais tu t'es dit une seule difficulté, c'est pas cool. Je vais me rajouter le fait d'être conseillère municipale. Comment ça t'est venu ? Parce que, encore une fois, on le rappelle, mais tu es toute jeune, donc qu'est-ce qui t'a fait devenir conseillère municipale ? Alors, franchement, quand j'y repense, je me dis, c'était un défi. Enfin, c'est à la fois un défi, et puis c'était mon engagement politique pour montrer, surtout aux gens des quartiers populaires, parce que j'habite à Bagnolet, qu'on peut être jeune, parce que je me suis inscrite, j'étais dans la liste programme politique à l'âge de 19 ans. Et je me suis dit, écoute, Zora, t'es citoyenne, t'es bagnoletaise, tu viens des quartiers populaires, et puis c'est bien de montrer aussi qu'il y a un engagement des jeunes, et puis que c'est nous la relève plus tard. C'est nous la relève plus tard sur la politique. C'est vrai qu'en ce moment, il y a un gros dégoût de la politique, que ça soit sur le plan national. On va pas se mentir. Enfin, je veux pas faire de politique. Ça m'arrange. Mais... Voilà. mais oui. Mais tu as raison, le constat, on peut le faire. Oui, exact. Et puis, c'est vrai que les jeunes, on n'est pas assez présents, on va dire. Et puis, c'était ma manière de dire, allez, on se lance dans un nouveau défi. Ouais, puis là où tu as raison, sans faire de politique, mais le meilleur endroit pour faire de la réconciliation entre les citoyens et la politique, c'est en local. C'est le meilleur endroit pour le faire en se disant, regardez, c'est pas de la politique ce qu'on fait, c'est de l'action. C'est plus simple, je dirais, au niveau local qu'au niveau national. Et donc, tu t'es présenté sur une liste. Oui. La liste a été élue. Oui. Et donc, tu t'es retrouvée conseillère municipale. Exact. Depuis 2020. Depuis 2020. Ouais, 2020. Et donc, tu es conseillère municipale chargée de quelle fonction ? De la petite enfance. D'accord. Totalement différent.
Peut-être qu'il y a moyen de mettre de l'escrime, je suppose, un peu Non, dedans. c'est des crèches. D'accord, c'est les crèches. C'est tout ce qui est admission des crèches, rapport avec la CAF, le département, projet pédagogique, gérer tout un service, gérer tout ce qui est crèche municipale, les DSP, délégations de services publics, et puis les structures privées. Et on va être un peu en lien entre le sport et ça, mais c'est beaucoup de responsabilités sur les épaules, ce qui est le cas quand on arrive pour tirer sur une finale ou autre, c'est beaucoup de responsabilités. Là, pour ton jeune âge, c'est beaucoup de responsabilités. Comment tu assumes ça ? En fait, j'ai appris. C'est vrai que l'ancienne élue de la petite enfance m'a donné toutes ses connaissances. Clairement, et puis au fur et à mesure j'ai appris les petits vices, j'ai appris les endroits où je vais pas mettre les pieds, c'est une approche et une façon différente de réfléchir, et puis ça a un peu un rapport avec l'escrime parce que on est un peu comme dans un jeu. On est comme dans un jeu et puis on teste si ça fonctionne, et puis on propose et on va voir ce que l'autre va répondre. C'est à peu près ça. Donc tu le prends ça comme de la compétition, encore une fois, et c'est... Comme de la compétition, et puis mettre en place des projets plus innovants, plus gratifiants, montrer quand même que la municipalité elle remercie ses contribuables, que on est là. C'est vrai que la plupart du temps, on a l'idée que les élus sont dans leur bureau à rien faire, ils sont bloqués, ils sont complètement coupés du monde, de la réalité sur le terrain, alors que pas du tout. J'imagine que toi, te mettre dans un bureau, c'est comme mettre un lion en cage. Donc, j'ai mon bureau, j'y vais pas très souvent, enfin si, j'y vais quand même. Mais la plupart du temps, c'est vrai que je suis sur le terrain et je suis avec le service. J'ai beaucoup de réunions avec le service, que ça soit au téléphone, en présentiel, les conseils municipaux, les bureaux municipaux et puis les commissions. Mais c'est vrai que c'est aussi un beau défi. On parlait tout à l'heure des études et des sports, et des sportifs et des sportives, où des fois, a priori, je pense, moi, que le problème, il est du côté respecter cet engagement et le respect que vous devriez avoir de la part de l'administration. Là, tu es toute jeune. Est-ce que tu as dû te battre pour obtenir le respect ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu obtiens le respect ? Est-ce que c'est toujours pas le cas ? Parce que j'imagine que dans notre administration, qui est plutôt un peu ancienne, on va dire, plutôt en plus masculine, il faut le dire aussi, tu as dû de temps en temps avoir quelques remarques ou... Alors, j'ai eu de la chance parce que la petite enfance, c'est vrai que, désolée, mais c'est beaucoup plus côté féminin. C'est vrai, tu as raison. Et non, j'ai été très vite respectée, surtout par les membres de la commission, par les directrices de crèche. C'est vrai qu'à un moment donné, faut un peu élever la voix, un peu montrer, faut être strict à peu près. Mais puis c'est vrai que, on va dire que dans mon profil, j'aime pas trop la hiérarchie. On va dire que le service me tutoie, je les tutoie, ça c'est pas un problème tant qu'il y a un respect mutuel et puis la confiance. Le plus important c'est vraiment de mettre en place la confiance avec tout le monde, que ce soit avec le personnel, le service ou que les personnels de crèche ou bien le département. Et le respect il vient aussi de montrer son caractère, mais aussi montrer qu'on est assez ferme sur ses décisions et puis même si j'écoute, je prends note, etc., on va dire que tant qu'il y a le respect, tant que je respecte, on va dire c'est un respect mutuel. On va dire ça comme ça. Et c'est ce que je veux montrer dans le podcast, c'est de montrer que le sport, c'est pas que du sport, c'est bien plus. Qu'est-ce que le sport t'a apporté dans cette mission-là ? Parce qu'il faut le redire aux gens, on a des fois, tous nos enfants ou autres, ou tous ceux qui sont en train de faire du sport aujourd'hui, ne deviendront pas sportifs ou sportifs de haut niveau. Mais pour autant, ils acquièrent des compétences. Et toi, en tant que sportif de haut niveau, qu'est-ce que tu mets en application dans ce job, entre guillemets, dans cette mission de conseillère municipale ? La rigueur. La rigueur, l'écoute, l'observation plutôt. La rigueur, l'observation et puis on va dire les défis, parce que c'est vrai que c'est pas facile tous les jours d'avoir des projets avec tout un service et puis montrer que c'est possible de concrétiser, on va dire, tous les projets qui sont difficiles à mettre en place. C'est un peu comme les compétitions où on se dit à ce moment-là, faut avoir une médaille et puis on travaille dur
Et c'est comme ça que je le vois. Et je remercie, parce que je remercie aussi mon service, parce que on va dire que moi, je pilote et je donne les axes. Mais on va dire que, comme encore une fois, j'aime pas trop la hiérarchie, j'aime quand même aider au maximum, quoi. Ok. Et dans le sens inverse, qu'est-ce que cette mission, selon toi, de conseillère municipale t'a apporté pour ta carrière et pour ce que tu fais aujourd'hui au quotidien dans l'escrime? On va dire... Ça m'a grandi. Enfin, j'ai une autre vision et une autre approche quand je réfléchis, on va dire. D'accord. T'as pris de la hauteur. Oui. Est-ce que ça t'a fait prendre de la maturité même Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai un peu... Enfin, c'est quand même un triple projet. Et puis, ils sont tous différents, on va dire. Et c'est vrai que cloisonner, c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand je regarde dans le fond, y a quand même un lien entre les trois. D'accord. Et quand on a parlé à ton coach, il t'a regardé avec des grands yeux en disant pourquoi tu te mets sur une liste, ou est-ce qu'il t'a dit vas-y fais? Non, il était plutôt... Ça l'a un peu étonné. Et puis il m'a appelé Madame la conseillère. Ça me taquinait un peu au début parce que c'est vrai que... c'est vrai, quoi. Enfin, j'étais un peu, au début, j'étais un peu le petit bébé du groupe. Enfin, j'étais petite, quand même. Ça fait bizarre, mais c'est une expérience à prendre. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, prends-la, quoi. Enfin, je saute sur toutes les occasions, on va dire. Enfin, je plonge. Enfin, je me dis... En fait, dès que j'ai une opportunité, je me dis, allez, c'est parti. On se lance dans un nouveau défi. On n'a qu'une vie et puis t'y vas. Voilà. Ok. Pour terminer, pour conclure, c'est quoi l'avenir? C'est quoi les prochains événements pour toi, les prochaines échéances? Je suppose qu'il y a un truc qui s'appelle Paris 2024 que tu as en tête, mais avant, il y a, je suppose, des échéances, et peut-être même niveau études, peut-être même niveau action municipale. Alors, du coup, pour le sport, déjà, cette année, c'est la saison qualificative aux Jeux Olympiques. Du coup, il y a tous les points à faire, tous les points à gagner, que ce soit en individuel ou par équipe, parce que là, c'est vrai que j'ai la possibilité des deux côtés, que ce soit en individuel et par équipe, mais surtout par équipe, pour être qualifiée. Donc ça veut dire qu'à juin 2023, à la fin de la saison, puisque c'est souvent à cette période-là, c'est peut-être septembre, vous, la fin de saison, ça se finit... Juillet. À juillet 2023, tu sais si tu es qualifié ou pas? Ou il y a encore d'autres étapes après derrière? Il y a encore d'autres étapes, mais c'est vrai que c'est vraiment là les débuts. Les débuts, là, c'est vraiment cette saison. Cette saison, elle est charnière, et l'autre aussi, mais il faut commencer dès le début, quoi. Ok, d'accord. Voilà, en individuel, j'ai encore 11 places à grappiller. D'accord. Et puis, en par équipe, on a 3 places. Okay. 3 places pour être qualifié et rester... Et je ne sais pas comment ça fonctionne, il y a combien de représentants par pays dans le sabre qui vont aux Jeux Olympiques de Paris pour l'Algérie? Alors là, ça dépend. Ça dépend parce que tout dépend des résultats là, aux prochaines échéances. Pardon. Ça veut dire que si vous êtes, je vais prendre l'exemple, 3 filles très bonnes, vous pouvez aller tous les 3 au JO, ou c'est un nombre de places limité et tu vas devoir presque prendre la place d'une coéquipière? Non, parce que là, en fait, l'objectif, on va dire, de la fédération, c'est de se qualifier par équipe. D'accord. Et du coup, on est 4 à être qualifiés. Et puis aussi, là, on est deux potentiellement à être qualifiés parmi les 16. Mais le plus important aussi, c'est le par équipe. Du coup, être qualifié, parce que ça représente plus de choses. Et puis... si on est qualifié par équipe, on est toutes les 3 qualifiés en individuel. Ok, d'accord. Donc il faut y aller. En fait, c'est toute la logique de ce que met en place Christian Bauer à un autre niveau, mais entre guillemets, c'est au plus on progresse ensemble, au plus on va loin, même individuellement après derrière. Exact. Okay. Donc ça, c'est d'un point de vue, escrime. D'un point de vue études, là, je suppose, c'est avoir les dernières cette année, c'est d'avoir les dernières. C'est valider totalement, valider ma licence et puis avoir mon master à la Sorbonne. Ok. Et d'un point de vue conseillère municipale, est-ce qu'il y a un challenge particulier? Un truc comme ça qui te viendra en tête sur cette année? Alors, l'ouverture prochaine peut-être d'un nouveau projet qui est en cours sur une fusion de... C'est pas encore officiel, hein. Mais voilà, de 2 structures municipales dans une grande structure, on va dire.
Et puis, il y a eu la cotation récemment où j'ai eu l'occasion de faire un discours au conseil municipal. La nouvelle cotation qui est partagée à tous les bagnoltaises et les bagnoltais et qui était quand même très attendue. Ok. Eh ben écoute Zora, on va terminer là-dessus sur ce triptyque de challenge sur ton avenir personnel. Je voulais te remercier parce que effectivement on avait déjà pris un temps à distance et effectivement c'était pas possible de faire écouter aux auditeurs, aux auditrices cet épisode tant il y avait du bruit autour et autres. Et donc, on s'est réunis aujourd'hui dans un petit lieu. Vous avez peut-être entendu du bruit autour, mais en tout cas, on était plus au calme. Ça a été super de passer 2 fois en revue, mais sincèrement, pour dévoiler un peu des choses, on n'a pas redit la même chose. On est passé par d'autres chemins et je trouve ça génial. Donc, merci à toi de t'être rendu disponible dans cet agenda qui doit être surchargé. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.